Aujourd'hui à l'émission, il est question du Grand Délire version BD, bande dessinée. Ça va se tenir dans quelques jours à la Bibliothèque Adélard-Berger. Mais d'abord, on parle des 40 ans du verger et cidrerie Denis Charbonneau et on est aussi en transition familiale. C'est une entreprise phare de la région, une entreprise que moi je mets dans la catégorie héritage, d'autant que dans ce cas-ci, on est dans une transition familiale. Qui ne connaît pas les pommes à Saint-Grégoire, la famille Charbonneau, le verger Denis Charbonneau qui est devenu verger et cidrerie. Au fil du temps, s'est ajouté un paquet de trucs, des citrouilles, et une érablière avec la fille, Mélanie, qui est avec nous. Mélanie Charbonneau, bonjour. Bonjour. Denis Charbonneau, bonjour et bienvenue. Bonjour. Parce que là, il y a quelques jours, en fait, le 25 août dernier, vous avez célébré les 40 ans du verger. Oui, exact. À l'aube des 70 ans de M. Denis, ici présent. C'est ça. Il me l'a dit tantôt, je me permets de le dire. Bon, c'est toute une belle histoire, puis là, on est dans la relève aussi familiale. Je vais commencer par Denis. Ça a commencé comment, le verger? Disons que c'était mon père. Ouais. Et puis, mon père a acheté ça en 52 quand il s'est marié. Puis, si on va plus loin, c'est mon grand-père qui avait acheté, Je préparais pour que mon père ait une ferme laitière. Mais à la dernière minute, la vente, ils ont décidé de ne pas vendre la ferme laitière. C'était dans le Grand Versailles. Et puis, mon grand-père était assez avant-gardiste. Fait que quand il était allé chez Lemoulier à Saint-Grégoire, il y avait un verger qui s'apprêtait à être vendu ou à vendre. Et puis, c'était un verger qui appartenait à Jean-Paul Desmarais. Et c'est là qu'ils ont fait une entente pour que mon père s'en aille dans le rang de la montagne avec un verger. Donc là, on parle du grand-père, le père, Denis, Mélanie. C'est quasiment comme une 3-4e génération. Peut-être pas au niveau du verger comme tel, mais la famille implantée, là... En fait, c'est mon grand-père, Jean-Marc Charbonneau, qui a commencé avec la ferme. Avec le Mais verger. ça a été comme un héritage de son père ou de son beau-père. Parce que toute la famille, sur le côté de ma mère aussi, c'était de Saint-Grégoire. OK. Dans les érablières, qu'on appelle toujours les érablières brodeurs. Ça vient de loin. Oui. Bon, mais ça, c'était mon grand-père aussi. Sur ma mère, du côté de ma mère, c'est son père. Ça vient de loin. Mais dans les années 50, là, des vergers, il y en avait à Saint-Grégoire? Est-ce qu'il y avait de l'autocueillette? C'était quoi les pommes dans les années 50 à Saint-Grégoire? Dans les années 50, c'était vendu pour les chaînes alimentaires. C'était tous des petits emballeurs ou des petits commerçants qui vendaient aux chaînes alimentaires. C'était pas des grossistes comme aujourd'hui. C'était qu'ils livraient 50 minots de pommes à un magasin. Il y avait 30 minots à un autre. Puis c'était ça qui était le marché. Et puis, après ça, il est venu la question des grossistes. Mais c'était surtout la vente. On appelait ça les emballeurs, mais il y avait beaucoup de petits commerçants. C'est là qu'on voit que sur plusieurs décennies, cette industrie-là s'est complètement transformée. Les vergers en eux-mêmes aussi se sont complètement transformés. Bon, toi, tu as été élevé là-dedans. Le souvenir le plus lointain que tu as du verger, c'est quoi? En fait, c'est plus quand je suis jeune puis que je joue avec mes cousins et mes cousines dans le verger. Aussi les récoltes, là, que je voyais mes parents beaucoup travailler à l'extérieur avec des grosses gangs de cueilleurs qui venaient. On en logeait même dans le temps, là, des cueilleurs qui venaient en haut du kiosque. Là, on avait un dortoir parce qu'on avait aussi un peu de gens, parce que c'était un gros temps pour la récolte. Fait qu'on avait besoin de beaucoup de gens pour quelques semaines. Ça, je me rappelle de ça. Sinon, là, après ça, de fil en aiguille, je me souviens que mon père voulait qu'on vende des pommes à l'année. Et là, nous, notre maison était à côté du commerce. Puis, il avait fait installer une petite sonnette
au kiosque. Puis on n'avait pas d'heure d'ouverture ni de fermeture. Fait que les gens sonnaient et nous, on partait de chez nous puis on allait vendre un petit sac de pommes, 2 petits sacs de pommes, un jus, une tarte. Fait que ça, je me rappelle de ça. Après ça, quand l'achalandage a augmenté, là, on a dit, bien là, il faudrait des heures d'ouverture et de fermeture parce que on aimerait ça, des fois, souper en famille. Là. Et là, bien, de là, moi, c'est mes souvenirs. Ouais. À quel moment ça a commencé, l'autocueillette des pommes? Bien, c'est dans les années 80. C'est venu à une certaine occasion. Vous savez que le ministère de l'Agriculture, il s'interrogeait sur la vente à la ferme parce qu'aux États-Unis, ça commençait à être développé beaucoup, puis l'Ontario aussi. Au Québec, il n'y avait à peu près pas de commerce de vente à la ferme. Ça n'existait pas beaucoup. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le ministère de l'Agriculture, avec certains agronomes, ont pris l'autobus, ils ont pris ils ont fait un réseau, puis ils nous ont emmenés, ils en ont ciblé dans certaines régions agricoles pour nous emmener voir les entreprises qui pouvaient vendre aux consommateurs. Comme dans le même autobus, il y avait Michel Jaudoin. Ah oui. Puis on a travaillé ensemble, puis il y avait plusieurs gens de cette catégorie qui voulaient s'en aller vers ce genre de commerce-là. Fait qu'on est allé visiter des fermes aux États-Unis, un moment donné de différents genres. Il y avait côté surtout des fruits. Et puis à un moment donné, moi, j'ai vu une entreprise qui m'a vraiment sauté aux yeux, allumé, qui était à peu près moins grand que chez nous, mais il était près situé de près de New York. Fait qu'il était à peu près la même sorte de nous autres de Montréal. Et puis, il dit, moi, je vends toute ma récolte au complet au consommateur. Puis, il dit, moi, je suis bien heureux. Puis, il dit, j'ai mes employés. Ils faisaient justement des beignes. Ils faisaient beaucoup de tartes. Puis, ils sauvaient des gens. Puis là, j'ai dit, je prends ce modèle-là, puis j'ai établi ce modèle-là. Et êtes-vous l'un des premiers au Québec à avoir poussé ce concept-là là, de vente de produits dérivés, autocueillette, même vous avez diversifié avec d'autres cultures? Oui, il y en avait, mais à plus petite échelle. Il y en avait qui commençaient. Il y en avait qui avaient des difficultés, il y en avait où ça marchait. Puis, à un moment donné, moi, j'aimais beaucoup le contact humain. Et puis, dans le commerce, j'ai toujours eu ça en dedans de moi-même. Et puis, c'est de même qu'on a commencé. J'ai dit, wow, il s'emmenait aussi une crise dans le domaine pommicole. Ça, je l'avais vu arriver d'avance, ça. J'ai dit, on va avoir un surplus. Parce qu'il y avait le ministère de l'Agricole, qui était dans le temps Jean Garon, il voulait être autosuffisant dans plusieurs domaines. Et puis, la pomme, il avait subventionné ça à plein régime. Puis là, les pommiers, il y en avait beaucoup, beaucoup de plantés. Puis j'avais dit à mon père, il va arriver un problème de mise en marché. Mon père, pourquoi tu dis ça? Bien, j'ai regardé la quantité de pommiers qui s'est planté l'année passée. Il s'en est planté même quasiment dans les fossés. Dans des régions qui ne pouvaient pas se cultiver des pommes, dans des terres qui n'étaient pas adéquates. C'était le cas. Puis en 92 exactement, il est arrivé une grosse récolte. Une école record. Les entrepôts pleins, les gens cordent ça dans les granges. Partout. Fait que là, j'ai dit, ça marche pas. J'ai même, on a envoyé des pommes aux juges aux États-Unis après avoir payé l'entreposage, les avoir cueillis. On était en crise. Bon, évidemment, Mélanie, on l'a dit tantôt, tu as tes souvenirs qui sont reliés très, très jeunes, mais après ça, évidemment, tu as dû travailler dans le verger, hein, évidemment. Mais à quel moment on décide que, ouais, finalement, ça pourrait m'intéresser? Là, je comprends que tu as opéré depuis tout ce temps-là aussi une érablière, tout juste à côté. Mais à partir de quel moment on sait que ça va être ça, notre vie? On va être à Saint-Grégoire, on va être dans le monde de l'érable, dans le monde de la pomme, des autres produits. À quel moment ça prend forme, tout ça? Bien, en fait, moi, à 17 ans, je suis allée en Australie 6 mois apprendre l'anglais là, dans une famille et tout. Puis pendant que j'étais là-bas, j'avais demandé à ma mère de faire mon inscription au cégep. Je m'en allais en arts et lettres au cégep de Saint-Jean. Fait que j'ai fait une année en arts et lettres, puis j'aimais plus ou moins ça. Puis là, je revenais toujours après mes journées d'école. J'allais au travail, j'allais voir si ça allait bien, s'il y avait besoin de moi. J'allais continuer à travailler les week-ends. Puis j'ai vu qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y avait aussi une technique en gestion-exploitation d'une entreprise agricole. Donc, j'ai postulé l'année d'après, puis j'ai fait 3 ans. J'ai fait une technique à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est la même technique qui se fait aussi à Saint-Hyacinthe, là.
Donc, puis là, j'ai décidé de vraiment vouloir reprendre l'entreprise. Mais entre-temps, en 2004, parce que mes parents étaient jeunes, là, il y avait encore l'énergie, puis ils entretenaient bien l'entreprise, puis il y avait beaucoup de nouveaux projets. Donc, entre-temps, quand j'ai eu terminé mes études, un petit peu plus tard, bien, il y a eu plusieurs érablières à Saint-Grégoire à vendre. Puis comme j'avais aussi passé ma jeunesse dans l'érable, parce qu'ils ont quand même opéré une cabane à sucre pendant 10 ans, mes parents, à Saint-Grégoire aussi. Donc, j'avais les deux volets. Fait que mes parents m'ont aidé à acheter une cabane à sucre qui est maintenant là, au 45 Chemin-sous-Bois, là, à Mont-Saint-Grégoire, qui est bien établie et qui est juste à côté du verger. Donc, qui est collé. Les deux entreprises sont une à côté de l'autre. Bon, évidemment, quand on regarde l'histoire de l'entreprise et là où elle est rendue aujourd'hui, puis forcément, bien, on avance tous en âge, donc je présume qu'il devait y avoir aussi une certaine préoccupation à savoir, c'est quoi la suite? Est-ce que ça reste dans la famille? Est-ce que ça reste pas dans la famille? Est-ce que ça, ce sont des questions qui vous ont traversé l'esprit, Denis? Ah, c'est bien sûr. Il faudrait se poser des questions, étant donné qu'il y avait de l'intérêt. Puis en même temps, bien, il y a des petits-enfants en arrière aussi qui ont un certain intérêt. Fait qu'à partir de ce moment-là, bien, tu plonges dedans, tu sais. Parce qu'en fait, Alexandre et moi, on a 3 enfants aussi, dont un plus vieux, Hubert, qui a 16 ans, qui aimerait aussi... oui, il veut aller étudier. Bien, il est en secondaire 5, donc après ça, au cégep, puis il m'a dit qu'il voulait vraiment postuler pour aller faire son cours. Donc, on va voir, là, si ça continue à l'intéresser, mais pour l'instant, il est très impliqué aussi dans l'entreprise, là. Comment on voit la retraite? Un peu occupé, un petit peu pas occupé, un petit coup de main de fois de temps en temps? C'est ça. Ça doit être dur de se détacher. Ah, c'est très difficile. Mais là à cette heure... Mais il faut dire que je me suis préparé, parce que j'ai de l'immobilier. Puis là, on t'approche justement bâtir sur la rue Champlain. OK. Puis j'ai l'immobilier. Puis en même temps, bien, avec un petit coup de main impliqué dedans. On l'appelle, bon... il n'est jamais bien loin, là. Non, tous les matins, il vient au verger. On a besoin. Ma mère travaille encore 2-3 jours semaine au bureau. Tu sais, la transition se fait graduellement. Mais au moins, tu sais, ils n'ont pas à se sentir coupables parce que, bon, là, on s'en va une fin de semaine, tu sais, on est là, on gère tout ça. Mais non, c'est sûr qu'on appelle souvent pour les récoltes. Surtout cette année, là, on a une été et puis une automne qui a été quand même différente, si on peut dire. Beaucoup d'eau, hein? Oui, c'est ça. Fait que là, souvent, on appelait, bon, là, ça. Même la maturité des pommes, on n'est pas toujours sûr. Oui, on a des agronomes, mais tu sais, on demande beaucoup de conseils, l'entreposage. Non, c'est une belle transition, mais c'est pas une retraite là, à 100 là, on va le dire. Ça doit être dur de complètement... Oui, c'est sûr, c'est difficile. Mais ça va, là, faut là juste qu'on plonge dedans pour voir qu'on peut faire bien d'autres choses aussi. Puis en même temps, on est occupé par d'autres choses. Puis là aussi, elle tombe avec une année difficile aussi parce que la température n'a pas été adéquate pour partir. Quand même le dire, il y a eu le gel du printemps, la quantité de pluie, avec des insectes supplémentaires à cause que c'est humide. C'est pas pire défi. Oui. Cette année, c'est une année, mais on n'est pas les seuls domaines qui ont été touchés. Là. Beaucoup de maraîchers aussi ont été touchés. D'autres producteurs, si on parle des producteurs de fraises aussi cet été. Fait que non, mais on va le relever, là, puis on a beaucoup d'aide. Est-ce que c'est une des années les plus difficiles en termes de météo compliquée? C'est drôle, mais ma première année, c'était une année difficile. Ah ouais? En 81. Ça avait gelé. Les pommiers, les bourgeons avaient gelé l'hiver. La température avait monté au mois de février. Ça arrive, là. Pas souvent, mais ça c'est arrivé en 81. OK. C'est quoi les défis de l'avenir, Mélanie, pour cette entreprise-là? Aujourd'hui, avec le niveau, la notoriété, vous avez les rabières en plus à côté. Bien, il faut rester, faut rester quand même à l'affût des nouvelles technologies. Il faut rester aussi toujours au top, puis à la demande des clients. Il faut aussi s'ajuster avec la main-d'œuvre. On a quand même on a un manque de main-d'œuvre. On s'est quand même ajusté avec les travailleurs étrangers. La gestion, justement, du personnel, la façon d'embaucher maintenant est différente. Bon, la météo, ça, on ne peut pas vraiment rien faire. On peut juste essayer de s'informer plus et s'entourer aussi de gens, des professionnels, agronomes. Ou, fait que non, on a des défis dans toutes les sphères. Et là, érablière et verger, ça fait combien d'employés, ça?
Bien, en fait, en tout, dans nos grosses saisons, c'est environ 125 employés, incluant 30 travailleurs étrangers qui viennent pour nous aider durant les récoltes. Par contre, il faut se dire que les employés, on n'a pas 125 employés à l'année. C'est vraiment 2 mois l'automne qu'on en a beaucoup, puis 2 mois au sucre qu'on en a aussi beaucoup. Ce qu'on a comme chance, c'est d'avoir une main-d'œuvre qui est fidèle, puis qui vient d'année après année, puis qui ont la chance aussi d'avoir parfois des travails à temps plein. C'est clair. C'est la saison des pommes d'ailleurs. Il y en a quelques-unes sur mon bureau. Là, en plus, ils ont amené une tarte aux pommes chaude. L'odeur, là, vous ne le sentez pas, vous, à l'écran, là, mais... puis des petits beignes, évidemment. Hein, ça fait partie de l'étiquette du verger Denis Charbonneau. Merci beaucoup à vous deux. Longue vie et bonne chance pour la suite. Merci. Des petits projets de retraite aussi. Il faut prendre soin de soi. Hein, c'est ça, la vie. Merci beaucoup. Merci. Et restez avec nous. On vous revient après ceci.